Comment se lancer dans l'immobilier sans faire aucune erreur? Aujourd'hui, je reçois Emeline, une investisseuse et entrepreneuse spécialisée en immobilier. Elle va te partager l'intégralité des tips qu'elle a pu accumuler durant d'abord sa première carrière en tant qu'experte en immobilier et ensuite durant sa seconde carrière en tant qu'investisseuse et coach en immobilier. Durant cet épisode, nous allons aborder des différentes thématiques telles que la gestion des émotions quand on a des galères en immobilier, comment on passe de 0 à 50 locataires en moins de 3 ans, comment est-ce qu'on gère une entreprise en immobilier avec des salariés, des collaborateurs à l'étranger quand on est une femme et quand on est toute seule. Toutes ces informations-là, Emeline va nous les partager avec énormément de générosité. J'espère que ce programme te tente, so let's go! Bonjour Emeline, je suis super contente de te recevoir sur le podcast Vanessa Money Mindset. On va parler d'argent, d'immobilier, de santé mentale, parce que c'est vraiment une thématique qui me tient à cœur, mais que j'aborde trop peu souvent sur ce podcast. Mais avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter à la communauté? Bien sûr et merci pour l'invitation. Alors pour, faire rapide, donc je suis investisseuse, j'ai un background full immobilier puisque, j'ai, fait toutes mes études dans l'immobilier. En réalité, j'ai un BTS, une licence, un master en immo. J'étais en finance, en gestion de fonds d'investissement auparavant et j'ai commencé à investir pour mon propre compte. J'ai dupliqué ce que j'apprenais dans mon job pour moi-même et à la suite, de ça écoute, j'ai tellement investi que j'ai pu quitter mon job et en quittant mon job, comme je communiquais déjà un peu sur les réseaux sociaux, on m'a dit: «Mais moi aussi j'aimerais bien apprendre à faire comme toi». Ce que j'ai fait, j'ai, cofondé Evermind Formation et donc j'apprends aux gens à investir en immobilier. Waouh! C'est vrai que, en plus, j'ai fait un épisode de podcast sur le sujet. Je vois trop peu d'investisseurs qui arrivent à remplacer leurs revenus, Ouais. du travail, par des revenus locatifs parce que c'est quand même des calculs qui sont, qui doivent être pertinents, qui doivent être précis. La plupart des investisseurs dont je fais partie, on a en fait des investissements dont les revenus locatifs couvrent le crédit. Quand on n'a pas rajouté de notre poche, on est Mmh. chanceux. Sinon, souvent, il y en a beaucoup, surtout quand on investit dans des villes un peu comme Île-de-France ou Lyon, enfin les grandes métropoles, ça coûte cher le foncier et les revenus locatifs sont pas toujours à la hauteur. Et c'est comme si, en plus, on part vers une tendance où ça va se généraliser parce qu'il y a de plus en plus de maires ou de mairies qui mettent en place des loyers, des plafonnements de loyers. Donc, du coup, je suis très contente de pouvoir te recevoir parce que tu vas pouvoir donner tes tips et tes astuces qui ont fait que tu as réussi à sortir de cette espèce de tunnel dans lequel de nombreux investisseurs immobiliers sont. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les calculs que tu fais? Parce qu'en plus, je Mmh. crois que tu investis dans des grandes villes, pas toujours dans des petits bleds. Ouais, tout à fait. C'est une question qui découle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions en réalité. Ce que je peux te dire, déjà comme ça, c'est que, et on va du coup tourner aussi enfin tendre vers la santé mentale. Moi je m'attache aux chiffres. Tu vois? On dit toujours, les hommes, les femmes mentent, mais les chiffres ne mentent pas et donc moi je m'attarde énormément aux chiffres et également du coup à tout ce qui va être sur de l'étude de marché, avec du coup le développement urbain qui est en cours dans certaines villes. Donc pour moi, tu vas avoir de toute façon 2 possibilités, hein, de faire du cash avec l'immobilier. Enfin, il y en a plusieurs. En tout cas, dans du locatif, tu vas avoir soit la possibilité donc d'avoir vraiment des revenus, récurrents en continu, soit tu vas avoir, la possibilité de mettre des billes sur un bien et de faire donc de la plus-value par rapport à la revente de ce bien, qui peut être en plus professionnalisé en basculant sur du marchand de biens à la suite, qui est pour moi une activité à part entière. Il faut distinguer l'achat-revente où tu vas le faire sur un bien, deux biens, allez, trois biens. Mais quand tu commences à y prendre goût et que tu veux professionnaliser la chose, on est sur du marchand de biens pur et dur. Et donc ça, c'est une activité commerciale réglementée. Et donc, c'est un vrai job à part entière. Donc voilà, tu as un peu ces deux facettes-là. Et ce que tu peux aussi aller te dire pour gratter, c'est que je dirais qu'il y a deux grosses stratégies. Soit tu vas aller sur je dirais de la province, où là tu vas aller taper beaucoup plus sur de la rentabilité. Donc bien entendu, plus tu as de rentabilité,
plus tu as de risques, c'est mathématique. Donc, bien entendu, quand t'es pas sur du pari, les prix sont un peu moins élevés, enfin même beaucoup moins élevés. Donc, tu as aussi plus de rendement, tu as plus de risques. Pourquoi tu as plus de risques? Parce que tu as une liquidité qui est, elle, moins importante. C'est-à-dire que si demain, tu dois faire, paf, on claque des doigts, on doit aller revendre, tu auras beaucoup plus de personnes qui vont se positionner sur du Paris Île-de-France versus le fin fond du monde de la Creuse, quoi. Donc ça, c'est une strate où il faut aller mesurer ce risque, poser des chiffres et faire un business plan pour se dire, ok, je suis pas dans l'Île-de-France, je suis en province et je vais aller générer du cash. Puisque tu vas avoir de toute façon un loyer, tu vois, comme tu l'as dit, tu as des plafonnements de loyer. Comme tu as du plafonnement de loyer, ça veut dire qu'on va pas aller tendre vers des loyers ultra hauts, mais ils peuvent pas non plus, il y a un plancher, tu vois. C'est assez rare quand même en France d'avoir un loyer à 250 euros. On n'en voit pas des masses. Par contre, des prix au mètre carré qui sont vachement bas, il y en a. Donc, l'idée, c'est aussi de trouver des zones où tu vas avoir des loyers assez cohérents, corrects, mais où tu vas avoir des prix au mètre carré qui vont tendre à être vachement bas pour pouvoir avoir un loyer ici, ton prix au mètre carré là, et en fait, ta gratte, donc ton complément, va se faire entre les deux. Ça, je dirais que c'est la première stratégie où on va pouvoir générer du cash comme ça, avec de l'immeuble de rapport ou autre. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Ensuite, tu as la deuxième strate où on va être justement, pour moi, c'est une strate où tu as un risque qui est un peu plus faible, mais tu as aussi donc un peu moins de rentabilité. Par exemple, si tu prends du Paris-Île-de-France, bien entendu, les prix sont quand même beaucoup plus élevés que dans le reste de la France. Par contre, liquidité, beaucoup plus sympa. Ça veut dire que si demain, moi, j'ai besoin de cash et de revendre, ça se vend beaucoup plus facilement. En termes de vacances locatives, il y en a pas des masses parce que si demain je mets en location, bah, il y a beaucoup plus de candidats pour avoir le dossier, pour avoir la chambre ou le studio. Et par contre, les coûts sont quand même beaucoup plus importants. Donc, tu vas avoir un peu moins accès à tendre vers le fait d'être propriétaire. Donc, moi, je trouve que c'est vachement bien d'aller équilibrer les deux stratégies, de pouvoir faire un peu de locatif à fort rendement où tu as un peu plus de risques pour justement, tu vois, générer du cash en direct, versus de l'autre côté, aller vers des villes. Alors moi, je parle d'Île-de-France parce que je viens du 92, mais tu vas avoir aussi du Bordeaux, du Lyon. Tu as des zones où les prix sont un peu plus importants, où tu as des grosses villes, et donc notamment Île-de-France, où tu vois, je vais me dire, ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, je vais diversifier où j'ai moins de rentabilité. C'est pas ça qui va me permettre forcément d'aller vivre demain et de tout quitter, tout plaquer, mais ça me génère quand même du cash et je vais investir dans des zones où il y a des métros qui arrivent, il y a des zones en développement, ils sont en train de créer des écoles, ils sont en train de créer plein de choses et je vais pas aller forcément sur une rentabilité énorme mensuellement, mais par contre, on va prendre la rentabilité du projet global où là, au lieu d'avoir, je sais pas, 600 euros par mois de revenus locatifs en complément, on va peut-être avoir une plus-value beaucoup plus importante à la fin que tu n'aurais pas eu avec ton investissement en province, puisque tu feras moins de cash d'un coup. Tu vois? Donc, c'est là où ça peut être intéressant de faire un peu de stratégie pour poser tes billes et te dire, je fais un peu de zone où c'est moins rentable tout de suite, mais par contre, j'ai un potentiel qui est beaucoup plus exponentiel en termes de valeur sur le long terme, versus du cash qui tombe à l'instant T. Et ça, c'est aussi de la stratégie personnelle, et c'est pour ça que la stratégie qui te correspond à toi ne sera pas la même que ton voisin, puisque bah, toi, peut-être que tu veux du cash maintenant à l'instantané, et ton voisin, il a peut-être 50 ans, il est 50, 60 ans, il est plus dans une optique de transmission à ses enfants, et donc on va pas travailler du tout de la même façon. Non, mais c'est super intéressant. Merci beaucoup pour cet apport et du coup pour ces différentes stratégies que tu nous as présentées. J'avais envie de savoir comment est-ce que tu gères la charge mentale. Par exemple, il y a beaucoup d'investisseuses et d'investisseurs, hein, mais je suis quand même beaucoup d'investisseuses aussi. On démarre tous dans l'immobilier parce qu'on se dit Mm. waouh, on va avoir du capital, on va avoir de l'argent, on va essayer d'être riche. Et en fait, on se retrouve avec des problèmes entre les locataires qui payent pas forcément, la lourdeur administrative, la fiscalité, les travaux, les délais sur les travaux, bref, les gros problèmes et surtout le cash que ça demande pour un peu qu'on ait fait une erreur ou quoi. Il y a beaucoup d'investisseurs, moi y compris, hein, moi quand j'ai démarré, qui se sont retrouvés en dépression. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment toi tu gères Ouais. la charge mentale, les difficultés du statut d'investisseur immobilier? Parce que
Il y a le côté, on a des revenus locatifs, c'est génial, on adore ça, on aime l'argent, mais il y a aussi la réalité du terrain qui est que parfois c'est difficile. Comment tu fais pour tenir? Je suis d'accord. C'est vrai ça peut être aussi se créer un deuxième job. Clairement, il faut le dire, hein, ça c'est clair. Et c'est là aussi où tu vas mettre ta zone de risque. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a un peu plus de temps, qui veut du cash comme ça, je vais aller plus le mettre sur de la colocation que les parents qui ont 60 ans, qui eux ont pas du tout envie de se casser la tête, ou ils s'en fichent d'avoir 100 euros de plus tous les mois et ils vont vouloir quelque chose d'un peu plus patrimonial. Donc je pense qu'il faut aussi, par rapport à la charge mentale, c'est être lucide sur soi-même, chose que peu de gens font, où on peut avoir tendance, et tu le vois aussi avec les réseaux sociaux, la télé, en se disant ouais, je vais être une warrior de malade, etc. Et je vais le faire. Oui, mais alors il y a le fantasme et il y a la réalité, tu vois. Et il y a aussi, moi j'ai pas d'enfants, ceux qui ont des enfants. Et, et je pense qu'il y a un monde aussi entre les deux. Et quand plus t'es lucide sur toi-même, plus déjà tu vas réussir à être dans la zone et à mettre ton curseur pour être OK avec toi, tu vois. Et alors, je dirais que moi, comment je gère cette charge mentale, c'est que déjà, j'ai beaucoup travaillé sur mon dev perso. Je pense que ça fait des années que je lis beaucoup, beaucoup de livres sur ce développement de dev perso, sur le fait d'être euh, assez rigide avec moi-même sur le passage d'émotions. Faut dire que moi, j'ai une personnalité beaucoup plus yang que yin. Je suis beaucoup plus dans l'action à fond les ballons que dans la rondeur et la douceur. Et justement, j'apprends à aller travailler sur ce côté-là parce que j'ai une éducation très masculine. Donc, j'ai tu vois, à contrario, où il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup plus de sensibilité et qui vont aller travailler pour aller en force, etc. Moi, je suis un peu dans l'autre côté où je viens tendre à trouver un équilibre. Euh, je pense que déjà, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est de s'attacher aux chiffres plus qu'à l'émotion. On adore les avant, les après, la déco, c'est cool, etc. Ouais. Bon, moi, je regarde surtout combien ça me coûte. Clairement, je veux bien que ça soit mignon et que ça puisse se louer rapidement. On est aligné. Par contre, il faut pas que ça explose mon budget. Donc, je m'attache toujours aux chiffres. Si je me positionne sur un bien, je fais une étude de marché de la zone plus un business plan. Soit les chiffres rentrent dans le business plan, soit pas. Et j'essaye d'un peu processiser tout ce que je fais, tu vois. Je ne me déplace pas si je n'ai pas toutes les informations. Si je sais que le bien il est à 150 000, que pour qu'il rentre dans mes chiffres, il faut que je l'achète à 80 000, mais que quand j'appelle et que je demande s'ils sont aussi ouverts à la négo, etc., même s'il y a des travaux et que je les ai pas bien pris en compte, et qu'ils me disent non, bon bah ok, t'es pas ouvert du tout à la négo, je vais pas aller perdre du temps avec toi. T'as envie de vendre, t'as pas envie de vendre. Enfin simple et efficace. Ensuite, je vais aussi beaucoup pratiquer c'est violent, mais l'art de s'en foutre, tu sais. C'est un bouquin d'ailleurs que je vous invite à lire qui est plutôt intéressant. Et ça veut dire, et j'ai eu entendu, tu vois, le week-end dernier, une phrase qui a beaucoup résonné en moi. C'est il faut que tu fasses la cheminée plutôt que l'éponge. C'est assez improbable cette phrase, mais la cheminée, tu sais, elle laisse évacuer toutes les émotions. En gros, ça rentre et ça ressort directement. T'as la fumée qui sort. Alors que l'éponge, elle prend l'intégralité des émotions. Donc moi, je suis beaucoup plus sur la team cheminée. Ça veut dire que t'es team cheminée, t'es team éponge, tu vois, c'est génial. Et encore une fois, pour le savoir, il faut être conscient de soi-même. Il faut être totalement aligné sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut donner, là où c'est ok, là où c'est pas ok. Et donc moi, je sais que quand j'ai des émotions, parce que j'ai beaucoup, honnêtement, je suis pas du tout la même personne qu'il y a 4 ans. Avant, j'aimais pas particulièrement les gens, j'étais pas très sociable, j'étais très dure dans mon langage et dure avec les autres. Et même si je suis toujours exigeante, j'ai quand même évolué là-dessus. Euh, J'essaye de ne pas stagner avec les émotions qui me touchent. Donc oui, tu vois, par exemple, je vais être franche avec toi, je viens de passer une période avec mes biens IMO qui a été violente et même insupportable. Tu sais, c'est un peu la loi des séries. Après, on m'a dit, écoute, il y a Mercure qui est rétrograde, donc peut-être que c'est de la faute de Mercure. Mais en tout cas, je me suis pris une saison là où j'ai eu, je sais pas, 3 fuites en même temps. J'ai eu les punaises de lit, j'ai eu un peu tout, tu sais, qui s'est mis sur ma face. Et je me suis dit, ok, c'est pas grave, c'est la loi des séries. Et dans ces moments-là, je le fais un peu de façon robotique. Ça veut dire que je ressors l'intégralité des émotions. Je fais ma petite cheminée. Et
je ne m'attache que à ce que je peux faire. Ça veut dire que, ok, tu vois, par exemple, ce matin, j'ai un message, ouais, problème ce week-end, on n'a pas eu d'eau chaude. Ok. Déjà, la plupart du temps, j'ai automatisé dans mes biens immobiliers en mettant des pancartes avec le nom de la personne technique et son numéro de téléphone. Maintenant, ils ont son numéro. C'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que s'ils m'envoient le message à moi, de un, ça me crée de la charge mentale. De deux, je vais renvoyer les messages à la même personne. Donc, je préfère me délaisser de cette charge mentale et d'aller directement mettre le numéro de la personne du technique. Comme ça, il l'appelle lui, il gère et à la limite, ça ne m'impacte pas. Tu vois, ça c'est déjà un truc qui te soulage énormément. Deuxièmement, donc quand je reçois l'information, je m'attache vraiment à l'opérationnel, tu vois. C'est ok, je vais peut-être stresser, mais en fait, à quoi ça sert de stresser? Ça ne fait rien, ça me fait une belle jambe, tu vois, c'est génial, je stresse. Donc je ne stresse plus. Et en réalité, je pense qu'en même temps, en étant conscient, tu vois, vraiment en conscientisant l'état dans lequel tu es, c'est comme ça que tu peux agir. Si tu as toi-même conscience que tu es dans une zone de stress, une zone où t'es pas confort, tu vas pouvoir travailler sur toi-même en te disant, ok, la dernière fois que j'ai fait ça, on m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ça, comme ça, comme ça, et maintenant ça va mieux. Un truc important, tu vois, astuce en direct, on fait une petite masterclass. Anti-stress, trop pratique. Ça s'appelle inspire, c'est la respiration, tu peux faire de la cohérence cardiaque, mais tu inspires pendant 5 temps et tu expires pendant 7 temps. Ok? Plus tu vas expirer longtemps par rapport à ce que tu inspires, et plus du coup tu vas avoir une synchronisation interne, j'ai pas les mots techniques en tête, mais qui se fait, et donc tu vas venir réduire ta zone de stress et ton palpitant, tu vois. Donc on inspire 5 fois, on expire 7 fois. Moi je le fais quand j'ai des moments où ça me tend, que j'ai beaucoup de choses à faire, puisque bah, je cumule ma vie d'investisseuse, de chef d'entreprise, les parents, la famille, les potes, les vacances, tout ce qu'il faut gérer. Tu vois, je me pose et je respire. Et ça marche déjà très bien. Et je pense que les gens respirent très mal de nos jours. Euh, Ensuite, je suis venue déléguer intégralement ma charge mentale, mais uniquement depuis peu. Tu vois, puisque j'ai commencé à investir en août 2019 et j'ai pris l'été dernier une assistante. Une assistante qui travaille de Madagascar en fait. Et donc il faut savoir aussi que, alors ça clairement, c'est un peu propre à chacun. Ça, je dirais le fait de juger ou pas, le fait de prendre quelqu'un qui n'est pas en France, où on m'a déjà dit oui, mais tu ne fais pas travailler le système français. Bon, ça va, j'ai déjà 8 salariés en France, je paye mes charges en France et je paye mes impôts en France, ok? Donc si je peux quand même venir réduire ma charge mentale avec quelqu'un qui est à l'étranger, eh bien je le fais avec grand plaisir. Il faut savoir que le salaire type là-bas, on est autour de 150 euros par mois. Moi, j'ai pris quelqu'un que je paye beaucoup plus cher puisque je la paye 600 euros par mois. Donc, parce que quand même, je travaille mon karma, ok. Et c'est quelqu'un qui est exceptionnel et qui les vaut carrément. Et elle travaille de 9h à 18h du lundi au vendredi. Et donc, comme je te le disais, 600 euros par mois. Et elle gère donc ma vie, tous mes locataires, mes vacances, l'organisation des week-ends, peu importe tout ce qui est à gérer, la résiliation de la salle de sport que tu n'as toujours pas fait. Voilà, tu vois, ce genre de choses-là, elle gère tout. Et donc, ça me facilite la vie. Là, faut se dire aussi, c'est que moi, j'ai pris quelqu'un full time. Tu peux très bien externaliser ce genre de choses à quelqu'un qui te fait travail, je sais pas, 3-4 heures par semaine maximum, que tu payeras peut-être 100 euros, j'en sais rien, et qui va prendre du coup toute la relation locataire, etc., et déléguer énormément ta charge mentale. Donc tu vois, ça c'est important. J'ai même des potes qui ont réussi à déléguer une partie de leur job avec quelqu'un à l'étranger. Je sais qu'il bossait dans la finance et qu'il a envoyé du coup ce qu'il devait faire à quelqu'un, je crois que c'était en Inde que ça partait, qui faisait le job pour pas cher. Et en plus, on a un décalage horaire. Le job revenait, tu vois, le matin quand lui il se réveillait. Donc c'était fait, ça avait été fait la nuit, totalement opérationnel, ultra rapide. Et en fait, il a pu monter des échelons comme ça dans sa boîte parce qu'il bossait trop bien, que c'était rapide. Et en fait, lui, c'était totalement rentable. Donc, tu vois, c'est les petits tips qu'on peut donner. Voilà à peu près pour la charge mentale, je dirais franchement prendre soin de soi. Ah non, j'en ai encore. Tu vois, aujourd'hui, on est lundi, et moi j'ai commencé la semaine en me faisant masser pendant 1h30. Parce que je trouve que c'est trop important, je suis toujours à 300% dans tous mes projets, dans tout ce que je fais avec les gens, dans les relations. Et,
et je fais ultra attention à mes énergies. Donc, je me fais masser 2 à 3 fois par mois. Je fais des soins énergétiques, tu vois, ce genre de choses. Je me pose, tu rentres chez moi, t'as de la musique assez douce, calme, un peu en salon de spa, tu vois, parce que justement, je fais attention, j'ai des petites bougies. J'essaie de faire attention à me sentir bien là où je suis, à me sentir bien dans mes baskets. Et si je vois que je commence à m'enflammer, à avoir un peu de coups de stress, de jus, etc., je stoppe mon téléphone. D'ailleurs, autre info, je n'ai plus aucune notification sur mon téléphone à partir de 21h. Obligatoire. Tu vois, comme ça, je fais attention à moi, tout simplement. Non, mais c'est super inspirant, c'est super intéressant et en plus, je trouve que ça permet aussi de bien mettre le focus sur le lien entre mindset et en fait argent, dans le sens où souvent les gens ont envie d'augmenter leur patrimoine, d'augmenter leur activité, de se lancer à leur compte. Ils sont pas forcément conscients que bah, il y a un prix à payer souvent et le prix à payer, c'est bah, la santé mentale, la charge mentale et en fait les répercussions sur le corps que cela peut avoir et de t'écouter expliquer à quel point tu prends soin de toi, c'est montrer aussi à quel point on peut équilibrer entre la violence de l'entrepreneuriat et de l'investissement immobilier et le besoin en fait de prendre soin de soi pour pouvoir tenir. C'est marrant parce que tu parlais du dernier trimestre qui était un peu violent. Les punaises de lit avec un locataire j'ai eu les problématiques d'infiltration, d'inondation, de dégâts des eaux, j'ai connu. Et en fait, c'est vrai qu'on parle pas assez de ça. On parle beaucoup des locataires qui paient pas, alors qu'en fait, finalement, c'est pas forcément les trucs les plus courants et les problèmes les Mm. plus courants que l'on traverse quand on est investisseur. Il y a aussi le fait que le locataire, il peut payer, mais il peut être sale ou pas propre, ou alors tu peux avoir dans ton appart ou dans ton immeuble ou un voisin, quelqu'un qui a des punaises de lit, des cafards, des souris. Et en fait, ça aussi, c'est de la charge mentale et ça, c'est d'une violence inouïe. Après, le fait que tu embauches quelqu'un à l'étranger pour moins cher qu'en France, franchement, moi, je te juge pas. Chacun fait comme il veut et surtout, chacun fait comme il peut. Il y a quand même, je trouve, il faut quand même aussi le dire, une vraie charge fiscale sur les entrepreneurs. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, pour être à mon compte moi-même, il m'est arrivé d'avoir des mois et c'était pas si loin que ça où je n'ai fait que travailler pour payer des impôts et l'URSSAF. Enfin, littéralement. Tu te lèves, Ça tu m'étonne pas. travailles, tout part. C'est Ouais. limite, je me souviens, ils ont même fait un calcul parce qu'en plus, ils font des prélèvements pour l'année prochaine, ils font des simulations. C'est pas de l'argent que tu as encaissé, ce n'est pas de l'argent pour lequel tu as travaillé, mais ils projettent que tu vas faire tel chiffre d'affaires et tu vas te payer tel salaire et résultat, ils le prélèvent dès maintenant. Donc en Ouais. fait, enfin, donc moi je peux comprendre que du coup pour pouvoir ne serait-ce que maîtriser tes coûts, bah, tu puisses pas avoir l'intégralité de ta masse salariale en France. Donc ça, pour moi, on n'a pas forcément à Mhm. te juger. Et après, le dernier élément sur lequel je voulais vraiment rebondir, c'était aussi cette partie d'énergie masculine, parce que moi je me reconnais dans ce que tu dis. Hein, évidemment, je pense que c'est peut-être pour ça qu'on a fité. Enfin voilà, et je pense que les femmes, c'est super dur. En tout cas, moi, je sais que je me suis prise beaucoup de remarques négatives sur le oui, tu as une forte énergie masculine, tu devrais revenir dans ton féminin. Déjà, un, pour moi, ça se contrôle pas forcément. Le Ça se côté, travaille, mais tu peux pas contrôler la façon dont tu as été éduquée ou comment t'es faite, hein. Enfin, ça. évidemment, enfin ça, bien sûr que ça se travaille, mais c'est pour moi, je sais que il y a un moment même, j'ai fini par accepter. J'ai de l'énergie masculine, j'ai de l'énergie masculine. Je vais faire de la méditation, donc c'était super sympa d'avoir ce petit quart d'heure sur la cohérence cardiaque pour Mm. pouvoir expliquer aussi que vraiment c'est du concret. Quand tu as des émotions qui débordent, quand tu veux te lancer sur différents projets, et bah ton corps il prend un coup. Tu dois avoir des techniques pour tenir le coup, faire des exercices de respiration, aller se faire masser, bien manger, faire du sport, ça peut paraître banal comme ça, mais c'est vraiment salutaire. Moi, je sais que si j'avais pas une hygiène de vie hyper carrée, j'aurais pas pu tenir. Littéralement, tu vois, entre le travail, les investissements immobiliers, la création de contenu et les coachings, tu m'aurais trouvé quelque part dans un asile là-bas, tu vois. Sous un pont, merde. C'est ça, c'est exactement ça. Donc du coup, je pense que je trouve que c'est top de pouvoir refaire le lien et rappeler que non, mais c'est pas parce qu'on crée du contenu, c'est pas parce qu'on crée de la boîte, c'est pas parce que, enfin, c'est pas parce qu'on crée du contenu, qu'on a de la visibilité, qu'on fait du chiffre d'affaires, qu'en fait derrière il n'y a pas toute une organisation pour
tenir le coup et que le job, c'est pas juste sourire, s'amuser et puis encaisser les euros comme certains peuvent penser. Ah mais carrément, et c'est vrai que tu vois le côté assistante perso, moi je me dis, ouais, donc comme je t'ai dit, j'ai mes salariés en France, je paye toutes mes charges en France, j'ai aussi une équipe technique en France. Voilà, le fait d'avoir quelqu'un qui est à distance, qui gère tout pour moi, elle a pas du tout besoin d'être là. Elle me facilite grandement la vie. C'est aussi des charges hein, que j'ai dans ma boîte, mais en tout cas, ça me permet de continuer à dupliquer, aller plus loin. Elle envoie toutes les factures, elle vérifie que tout le monde a payé, etc. Et faut se dire aussi, c'est que quand t'as allez 5 locataires, ça va. Et encore, si t'as que des galères avec 5 locataires, c'est pas cool. Moi, je vais arriver bientôt, puisque là, je suis en travaux. Je vais arriver à 54 locataires. Waouh! Donc tu te dis, bah en fait, il y a du monde. C'est un job à part entière et c'est vrai que son quotidien, c'est vraiment de la gestion immobilière. T'as envoyé des docs à droite, à gauche, etc. Tu vois. Donc il faut l'avoir en tête aussi que moi, j'ai vu l'immobilier pas juste comme une extension de business, juste avec de l'investissement comme ça. Moi, je l'ai vu ce format entreprise. C'est une vraie activité commerciale pour moi à part entière en plus. Mes locataires, c'est mes clients. Donc, il faut aussi qu'ils soient satisfaits, mais il faut poser des règles, etc. T'en as un qui paye pas. Je suis d'accord avec toi, hein. Le côté impayé, moi, j'ai eu 2 impayés qui ont duré 1 mois. C'est relativement rare. Euh, les gens payent la plupart du temps, et puis de toute façon, il y a des process, il y a des techniques pour bien sélectionner son locataire à la base, qui est quand même aussi le plus important. Donc, pour aller là-dessus, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Tu vois, là, tu me parlais des punaises de lit. Là, tu te dis, moi, j'ai un immeuble avec 8 apparts, je viens de me taper tellement de punaises de lit d'un coup que ça m'a vidé la moitié de l'immeuble. Tout le monde se barre. Donc, ouais, mais ça va que moi, tu dis, avec la moitié de l'immeuble, je suis encore rentable sur ce bien. Heureusement. Parce que sinon, ben, c'est la catastrophe. Et on a fait passer des pros, des produits, etc. Ça fait 2 mois que c'est l'enfer. Et c'est seulement là, depuis 3 jours, où on a réussi à trouver le nid et qu'on va enfin pouvoir s'en sortir, puisque j'ai un plancher bois et que ça s'était mis dans le plancher bois et j'avais du lambris dans un appart. KO. Donc là, on a tout arraché, tout refait. On est en train de refaire des petites chapes de ragréage pour pouvoir poser un carrelage léger pour tout isoler. Si un jour ça te arrive encore des punaises de lit, sache que avec du carrelage, il y en a pas en fait. Ah ouais. Mais du carrelage et tu mets un sommier uniquement métallique. T'en as des très bien sur Amazon et tu n'as plus de punaises de lit. Ça marche très très bien. Ah Donc non mais attends, c'est intéressant parce que moi j'avais dans l'appart où il y a eu des punaises de lit, donc c'était un locataire et j'ai eu de la chance parce qu'il est parti avant. Il est pas resté longtemps et il est parti tout seul, tu vois, c'était pas un truc qui s'est développé. Et du coup le sommier était en bois, enfin les lattes étaient en bois, mais la structure du lit était en fer. Et chez moi il y a du carrelage, donc du coup j'ai quand même réussi à me débarrasser de mes punaises de lit en un mois toute ouais. seule avec des produits professionnels. Mais c'est vrai que je te cache pas que c'était un enfer, mais j'ai quand même l'impression que pour d'autres, c'était encore plus un enfer. Et quand je t'entends, je me dis, c'était le carrelage qui m'a sauvée. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu peux en dire, enfin, Écoute, en ayant expérimenté beaucoup de choses. Euh, Quand tu as du plancher bois, ça va se mettre dedans, et du lambris, ça va se mettre dedans. En plus, c'est ah vraiment pas terrible ce genre de oui. choses. Donc déjà, full carrelage, c'est beaucoup mieux. Ensuite, donc comme je te dis, le lit, tout ce qui va être clic-clac, structure bois, etc. Faut tout faire sauter. Et pour la loc, c'est beaucoup mieux parce que je comprends que pour chez soi, c'est pas forcément évident, mais d'avoir des structures métalliques pures et dures. Donc moi, même les lattes sont en métal. Tu vois, Waouh. je vais aller, t'as les lattes en métal, t'as la structure en métal, et par contre, je vais mettre des matelas un peu plus épais. Comme ça se sent Ouais. pas, tout est ok et c'est bon. Euh, donc t'as ça, moi j'avais acheté la machine Simex, je crois qu'elle s'appelle, à 700 € la machine professionnelle, puisque bah, j'avais remarqué que de toute façon le prix d'un passage par un pro, ça me coûtait le prix de la machine, donc autant acheter la machine. Et ensuite je m'étais débrouillée en ligne pour aller acheter des produits professionnels et un pulvérisateur, et c'est mon équipe qui passait le produit, tu vois. Mais en gros, tu te dis que de toute façon, tant que t'as pas localisé le nid,
tu peux pas les faire sauter. Donc, moi, c'est un locataire qui me les a ramenés. Il est parti, il a posé son préavis. Ça faisait quelques mois qu'il en avait, sauf qu'il avait juste oublié de le dire. Et donc, ça s'est mis à redescendre dans l'immeuble. Donc, le studio, celui du dessous, celui encore en dessous. Et donc, là, on a fait tout sauter. Donc, autant te dire que ça m'a coûté une blinde pour renouveler le mobilier, le sol, etc. Mais maintenant, à partir du mois prochain, bah, tous les travaux sont en cours et je peux relouer et repartir sur quelque chose de propre, quoi. Donc c'est les moments un peu plus chiants, hein. Mais malheureusement, tu sais, c'est un peu comme on l'a dit, de toute façon, c'est une activité de business aussi. C'est quelque chose qui te rapporte et qui te permet de gagner aussi ta liberté, mais c'est un business à part entière. Là où nous, on a des galères avec des locataires ou des punaises de lit de temps en temps, tu peux très bien l'avoir avec un salarié qui arrête pas d'enchaîner les arrêts maladie parce que bah, il est en burn-out et que ça va pas dans sa vie et qu'il te met dans une galère parce que tu dois continuer à le payer. Tu peux avoir aussi bah, des salariés qui s'entendent pas entre eux mais ils veulent pas payer, du coup ils te pourrissent aussi la vie. Le RH c'est quand même quelque chose de très compliqué. Toi qui bah en plus quand t'es salarié, enfin quand t'es chef d'entreprise, tu te rends pas compte du discours que t'as ou où tu échanges sur un sujet et tu finis au prud'homme parce qu'on te juge en disant ouh là là, t'as dit quelque chose sur une femme. Enfin, je sais que j'ai un pote qui avait posé une question où elle venait d'avoir un enfant et il a dit ok, bon bah écoute, la famille se développe, c'est génial. Est-ce que vous projetez pour la suite parce que moi c'est un poste où j'ai besoin de quelqu'un c'était une start-up. J'ai besoin de quelqu'un full time là pendant 1 an. Donc il faudrait me le dire, tu vois. Et en fait, lui, il a pensé juste à sa boîte au développement de sa boîte. Et ça a été derrière les prud'hommes parce que c'est interdit de poser la question. Et voilà, tu te dis, dans le côté business, t'as plein de choses où c'est ultra touchy d'y aller, tu te rends pas compte. En plus, toi, t'es bienveillant pour tes intérêts, tu te rends pas compte que c'est totalement interdit. Enfin, ça peut aller vachement loin sur beaucoup de sujets. Donc, en vrai, on a tous des galères, on a tous des problèmes. Après, ça sera l'autre personne ou son oncle a un cancer, si ce n'est ses parents, si ce n'est l'autre. Enfin, tout le monde a de la gestion à faire. Moi, c'est là où je te dis maintenant, je me suis vraiment détachée de tout ce genre de choses. Et même si je peux avoir des soucis perso, si je peux avoir des punaises de lit, si je peux avoir des galères à droite, à gauche dans certains appartes, ou même des galères avec des travaux, bah, je me détache totalement et je cherche des solutions. Tu vois, là, je te le fais en direct live. J'ai un appart que je suis en train de rénover. Et du coup, c'est bien, t'auras plein de contenu devant. Je suis en train de rénover. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais changer les radiateurs parce que c'est des radiateurs à eau, mais un peu à l'ancienne et larges. Ils prennent un peu de la place. Ça me saoulait. Tu sais, ceux qui prennent l'intégralité du mur, là. Et je me suis dit, oulala, pour ma déco, mais pas du tout. Et donc, je fais passer un chauffagiste. Et donc, l'idée, c'était de me chiffrer pour retirer les radiateurs et les reposer plus tard. Bon. Et en réalité, bon, on gratte un petit peu. Moi, je lui dis, ok, mais j'aimerais que vous puissiez m'intégrer dans le chiffrage la pose des nouveaux radiateurs, puisqu'on va les retirer, les liquider, et je passe sur des trucs un peu plus modernes, voilà. Et là, tout à l'heure, je reçois le devis, et je l'appelle et je lui dis, ouais, heureusement que j'étais assise. Comment ça, 6 400 euros? Je dis, pour 6 radiateurs? Je dis, mais on est où là? C'est un chauffage collectif et il y a la création de 2 radiateurs complémentaires puisque je crée une chambre qui n'a pas de radiateur aujourd'hui et il faut ramener le tuyau, tu vois. Et là, je lui dis, mais moi, j'ai pas du tout budgété ça. T'imagines passer de. Moi, j'avais 2 000 € en tête à 6 000 €. Je lui dis, mais non. Enfin, c'est des radiateurs en or, quoi. Enfin, c'est mort. Et on sait que les chauffagistes, en plus, bah, on a trop besoin d'eux. C'est pas un taf qu'on peut faire nous-mêmes, tu vois. Pour le coup, si tu sais que, je sais pas, le carrelage de ta salle de bain, il te plaît pas, enfin, qu'il te plaît pas, que tu trouves ça beaucoup trop cher, à la limite, tu vas regarder un petit tuto sur YouTube et vas-y. Là, le chauffage collectif de la copro, moi, j'y touche pas. Donc, là, ils te mettent un peu dans l'urgence, t'as pas le choix, c'est cher, c'est... Bon, il me cale 32 heures de travail pour 6 radiateurs. Ouais. Tu vois, donc j'étais pas forcément alignée. Et là, je me pose, je dis, ok, 6 000 €, j'ai pas envie de les mettre, je fais quoi? Et donc, je me suis dit, ok, bah, je vais simplement reprendre les radiateurs. On dépose les radiateurs, donc ça, il le fait, on reste quand même dans la mission. J'ai trouvé de la bombe pour les radiateurs, pour les rénover, pour qu'ils soient nettoyés et rénovés avec des couleurs actuelles un peu plus modernes. On va reposer les radiateurs. J'ai contacté la décoratrice pour vérifier par rapport au mobilier que par rapport à la taille des radiateurs qui est un peu plus conséquente, ça passe quand même dans la pièce. Et pour la pièce que je crée,
Bah écoute, pas le choix, je vais mettre un radiateur électrique uni avec un thermostat connecté dessus pour le contrôler à distance, pour venir baisser quand même mon coût. Et j'arrive du coup sur 2000 € de chauffagiste, plus, je sais plus, je suis sur 300 € avec les radiateurs, le package, tu vois. Donc 2300 € au lieu de 6300. Alors Mais oui, du coup, tu t'es pas dit que tu allais peut-être changer d'interlocuteur? alors le Ou problème c'était c'est mépris? que alors oui, ben, j'ai fait chiffrer par quelqu'un d'autre à distance qui m'a dit bah compliqué parce que c'est la région, on est à la frontière suisse, ils abusent. Ah, Voilà, OK. tu te dis que le salaire moyen, on est entre 5 et 7 000 € hein, donc versus ici, c'est pas la même chose et donc bien entendu, tu as des tarifs qui vont avec. Deuxièmement, les copropriétés veulent que tu traites avec le chauffagiste de la copro pour ne pas impacter forcément tout le monde. Donc dans ces moments-là, c'est un peu compliqué parce que lui, il connaît tout le système de chauffage de la copro et c'est un peu, honnêtement, c'est un peu la mafia, je trouve. Parce que ça veut dire que t'as pas trop le choix. Donc je sais que quand j'avais acheté un appart dans le 94, et j'avais dû faire la même chose, et j'avais pris les radiateurs et j'avais fait kiff kiff. Hein. J'ai bombé les radiateurs, ça coûte beaucoup moins cher de faire ça. Et donc il m'avait pris 1 700 € pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 radiateurs. Tu vois. Bomber les radiateurs, ça veut dire quoi? Bomber, en gros, ça veut dire que rénover, enfin, prendre un radiateur, le retirer, en poser un nouveau avec tout le truc, ça coûte assez cher. Bomber un radiateur, c'est retirer le radiateur, tu achètes de la peinture en bombe exprès pour la chaleur, pour ce genre de support. Tu viens bomber, donc tu mets de la bombe sur ton radiateur, tu le retournes, tu le mets sur du papier journal, tu vois. Tu le retournes, tu fais la même chose, tu bombes ton radiateur, et ensuite tu le reposes. Donc ça Ah, veut dire c'est pour que, en fait, le radiateur ait une meilleure tête, entre oui, guillemets, c'est tout à pas. fait. Il est rénové. Donc tu viens faire du homestaging de radiateurs avec une petite bombe. Moi, ils étaient blancs, jaunes, dégueux. Ils sont devenus gris foncé noir. Et ça te donne un nouveau style, mais sans changer forcément le radiateur. Et du coup, tu optimises les coûts puisqu'une bombe te coûte pas grand-chose versus un nouveau radiateur, quoi. Tu vois, moi, il m'avait sorti un radiateur parce qu'en plus, ça dépend du dimensionnement de ta pièce, etc. J'étais sur 530 € le radiateur. Je lui dis non, j'ai 6 radiateurs, pas du tout. Là, il m'en sortait pour à peu près 11 000 € de radiateur. Waouh! Je lui dis non, pas du tout, non. Non. Ça ne se fera pas. Donc voilà, et tu vois, là, c'était clairement ma journée. Gestion de projet, ok, ça a duré 1 heure. Radiateur, ok, le prix, non, non, ok, on échange, j'appelle quelqu'un d'autre, on parle des coûts, etc. Bon, bah écoute, on tape dans le dur, on va simplement reprendre les bombées, on les repose. Et tu vois, je ne mets pas d'affect dedans. Bien sûr, ça me saoule. Mais en vrai, est-ce que de stresser, ça va arrêter de me saouler? Pas du tout. Est-ce que de stresser, ça va avoir un impact sur mes pauvres petits radiateurs? Pas du tout. Troisième impact, si je stresse, c'est que je perds du temps. Si je perds du temps, moi j'ai mes gars sur le chantier qui avancent pas. Du coup, je perds de l'argent. Donc tu vois, je reste très factuel sur ce genre de choses pour être au plus efficace possible. D'accord, bah, écoute, c'était très intéressant. Comment en fait tu gères tous les jours en fait les problématiques au quotidien et aussi la manière dont tu réfléchis pour pouvoir optimiser les coûts parce que c'est vrai qu'on le dit pas assez en fait on voit toujours l'aspect l'investisseur immobilier gagne de l'argent il a des revenus mais en fait c'est un vrai calcul ça coûte cher changer les radiateurs faire les travaux changer bah, quand tu fais du meublé acheter les meubles changer les assiettes dès qu'il y a un problème en fait c'est pour ta pomme c'est toi qui gères il y a personne d'autre qui assume le risque que toi. Donc du coup, on est vraiment beaucoup dans des stratégies, dans des calculs, dans des analyses de coûts, investissement, rentabilité que je pense beaucoup de gens ignorent. Donc c'est super intéressant de t'écouter en fait, bah, nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Ce que j'aurais voulu aussi savoir, c'est que vraiment sur la partie santé mentale et mindset, parce que il y a très peu de gens qui s'expriment sur le sujet. Il y a beaucoup de discours de vainqueurs et je trouve que voilà, les femmes elles parlent assez peu de comment en fait on gère ça. Déjà, comment est-ce que tu en es venu à quitter ton job et essayer de tout faire pour remplacer ton job par tes revenus locatifs et comment tu es passé du premier appart à 50 apparts? Alors, faut te dire que moi, au début, quand je l'ai fait, étant donné que j'étais dans la partie dans l'immobilier,
Je savais que je voulais investir, je voulais le faire parce que je voulais placer mon argent. Je viens quand même du monde de la finance, donc je m'étais dit, bon, les cordonniers sont pas forcément les plus mal chaussés, tu vois. Mais j'avais pas du tout prévu de quitter mon job. Là où t'as certaines personnes qui vont tomber sur un compte Insta en disant, tiens, oh, trop bien, je veux faire pareil. Moi, j'étais là, oh, tiens, allez, je vais investir, je vais placer mon argent, advienne que pourra. Et j'ai donc dupliqué ce que je faisais dans mon ancien job pour moi-même avec les mêmes process. Donc les mêmes process un peu robotiques, hein, tu vois, où comme je te disais, donc j'ai mes business plans et je fais des due diligence, donc des vérifications avec des warnings. Donc ça veut dire que moi, quand je prends un bien, je vais avoir des points, tu vois, et je me dis ce point-là est au vert, celui-là il est au vert, celui-là il est pas au vert, celui-là il est orange. Ok. Pourquoi il est orange? Est-ce que c'est un problème que je vais pouvoir solutionner et pouvoir le faire passer au vert? Et dans ce cas-là, quel va être le coût à supporter pour ça, que ce soit psychologique ou financier? Et si par contre je ne peux pas le faire passer au vert et qu'il est en orange et qu'il reste en orange, donc quelle va être la zone de risque et combien peut me coûter ce risque? Est-ce que c'est un risque réglementaire? Est-ce que c'est un risque financier? Est-ce que c'est un risque de réglementation, enfin de psychologique, en me disant ça veut dire que tous les jours je vais me dire bon Dieu je suis pas bien là-dessus, bon Dieu je suis pas bien là-dessus, tu vois? Donc tu peux avoir et en réalité à la fin je me dis ok mes risques sont là, là et là. Est-ce que je suis prête à les prendre? Oui ou non? Si je suis prête à les prendre, bah vas-y. Et de toute façon, s'il se passe quoi que ce soit, bah je pourrais m'en prendre qu'à moi-même parce que je me dirais, bah écoute cocotte, t'as fait tes due deals, t'as accepté ce risque, c'est tombé, maintenant il faut gérer. Ok? Si par contre les voyants sont au vert, ça veut dire que je vais cocher mes petites cases. Et en plus, il faut dire qu'un investissement immobilier, c'est quand même long. Ça prend 3 mois, hein, approximativement. Donc ça veut dire qu'entre le moment où tu as trouvé le bien, que tous tes chiffres sont OK, et au moment où tu vas passer chez le notaire, ta tête a moyen de se faire 40 milliards de scénarios. En se disant, tu vas faire la pire erreur de ta vie, ça va pas du tout, est-ce que tes chiffres sont bons, mais tu vas dans le mur, la famille qui va te dire la même chose, ton voisin Kevin que t'invites chez toi à table te dira exactement la même chose. Donc dans ces moments-là, toutes les petites périodes de stress, parce qu'au début j'ai stressé, hein, ça m'est arrivé de faire des nuits blanches, hein, et ben je me réveillais, je reprenais mon business plan, je reprenais mon étude de marché, je voyais que j'avais fait mon job en fait, j'avais fait mes devoirs et je pouvais me rendormir tranquille. Et je me disais, ok, si je suis simplement lucide sur moi-même, c'est juste que je flippe. Et si c'est juste que tu flippes, bon bah écoute, ça c'est un truc où ça viendra être transformé avec l'expérience. Parce que bah c'est normal, hein, on arrive en terrain inconnu, bah oui, on reste humain, tu vois. Donc voilà, je dirais que ça c'était pour ta première question par rapport au bien. Donc je me suis pas forcément projetée sur la suite. Tu sais, ça c'est une autre astuce, c'est que moi je fais aussi beaucoup de coaching IMO et les gens ont tendance à voir toute la montagne d'un coup. Ils se projettent sur la montagne au lieu de se projeter sur chaque petite étape, chaque petite marche qui vont tendre vers ce projet. Je pense que de regarder les marches, eh bien, ça te permet d'être moins stressé et de moins te prendre la vague de waouh, il y a une vraie montagne à gravir. Et donc, je pense, et c'est ce que je conseille, c'est toujours de se fixer des espèces de, pour moi, ça s'appelle, c'est OKR, en fait, c'est Objective Key Result. Et en fait, tu te dis, OK, je veux acheter un bien immobilier. Non, tu vas pas te projeter demain en te disant je veux acheter le bien parce que là on va parler de oh là là des travaux, du financement, du mobilier, tout ce que tu as pu énumérer avant. Plutôt, on va se dire d'accord, d'abord, il va falloir que je visite. Pour visiter, et là donc mon objectif c'est de faire 5 visites dans le mois. Donc avec cet objectif-là, OK, qu'est-ce que vont être mes key results? Donc ça veut dire bah, contacter 5 agences immobilières, avoir listé peut-être 5 villes dans lesquelles je vais investir et et donc m'être déplacé pour faire 5 visites, tu vois, et avoir demandé les informations, nanana. Et en fait, ça te permet de cocher tes petites cases, et je pense que le cerveau humain se complaît aussi à cocher des cases, en tout cas le mien. J'adore les to-do list, tu vois. Donc tu coches tes to-do list, hop, tout, ça c'est fait, ça c'est fait, et quand je sais que j'ai passé ma journée et que j'ai coché des cases, je suis personnellement satisfaite de moi-même. Et donc ça vient un peu t'auto-congratuler et te dire cool, j'ai fait des trucs aujourd'hui, je ne suis pas inutile, ok. Et donc, je pense que c'est extrêmement important, tu vois, vraiment de voir déjà les petites étapes au lieu de voir toutes les grosses montagnes qui peuvent se gravir devant nous parce que bah, sinon, c'est ce qui tétanise et ce qui vient activer cette zone de peur. Donc,
Je dirais cette zone-là, c'est pour ça que donc je n'ai pas vu les 50 biens, enfin 50 locataires d'un coup, hein, parce que j'en ai pas 50 des biens, moi j'ai beaucoup de locataires parce que j'ai aussi fait des colocs de 8, tu vois, donc 7 par 7 par 6 par 8, et ben en fait ça fait du monde assez rapidement. Et c'est juste que quand j'ai fait mon premier investissement, je me suis rendu compte que ça fonctionnait, et là je me suis dit ok bah vas-y, c'est parti, j'ai compris, c'est ma martingale, je duplique ce que j'ai fait dans mon taf pour le perso, et je duplique ça à gogo. Donc j'ai fait un premier invest en 2019. En 2020, j'en ai acheté 5. Ouais, 5. En 2021, j'ai géré tous les travaux. 2022, j'en ai racheté 3 biens. 2023, j'ai rien fait. Et 2024, tu vois, là, j'en ai signé un il y a 3 semaines. Et 2025, début d'année, je devrais en signer un autre. Donc, tu vois, c'est des phases aussi où je travaille, moi, plutôt en travaux, je pose, travaux, parce que c'est aussi du cash et justement du jus en termes de cerveau. Hein. Faut te dire, c'est qu'au début, moi en 2021, quand j'ai géré mes travaux et que j'avais 5 biens en travaux, enfin pas 5, j'en ai 3 en travaux, mais j'en avais acheté 5 la même année, là tu te dis que sur 6 mois, je me suis retrouvée à avoir tous les travaux en même temps et à meubler. Et j'accueillais 26 nouveaux locataires pour la même rentrée, tu vois. Donc, ça veut dire que j'ai dû monter, j'en avais déjà à ce moment-là, donc j'aime bien être exact dans mes chiffres. Donc, j'ai monté 19 lits, 19 chaises, 19 bureaux, 19 télé au mur, tu vois, ce genre de choses. Et là, honnêtement, ça a été très dur pour moi psychologiquement parce que j'étais encore salariée dans mon ancien job où je faisais 55 heures par semaine. J'étais en déplacement puisque je faisais de l'immobilier de santé en Europe et je me déplaçais pour faire les acquisitions. Donc j'étais à droite, à gauche, au four, au moulin, je gérais mes travaux. J'avais mon conjoint qui est mon mari actuellement. J'ai la chance qu'il soit entrepreneur et qu'il comprenne que le week-end j'étais pas là. Pendant que moi mes potes étaient au bar ou en train de faire la teuf en soirée, j'étais en train de, avec ma petite clé à molette, en train de monter les meubles, tu vois. Donc en réalité c'est aussi, faut savoir pourquoi tu le fais. Et c'est pour ça que les chiffres, encore une fois, c'est très important. Parce que quand t'es désespéré un samedi soir avec ta pauvre bouteille de champagne en train de te dire yes, c'est génial ce que je fais, pendant que tes potes ils sont en train de faire la teuf, et bah je peux t'assurer que de regarder les chiffres, tu dis putain, ouais, mais moi maintenant, tu vois, mes potes ils vont bosser la semaine. Sauf que moi, si je veux, je prends un billet d'avion. Et d'ailleurs, tu vois, demain, je prends le train puisqu'ils ont annulé mon avion. Et je vais passer la semaine chez mes parents. Parce que j'ai la possibilité de le faire, j'ai la possibilité de déléguer, et je suis pas obligée d'aller demander à mon patron pour poser quoi que ce soit, tu vois. Donc, voilà, c'est le fameux pourquoi aussi, pourquoi tu le fais, qui, je pense, te fait passer à travers toutes les nombreuses tempêtes que tu peux avoir. Non, mais c'était super intéressant, c'était super inspirant. Vraiment merci pour toutes ces explications et surtout d'avoir aussi expliqué comment ça peut être dur pour la charge mentale, le fait aussi des sacrifices, le fait aussi de parler des sacrifices que ça demande, au début en tout cas. Après bon bah, on a un retour sur investissement, on a le fruit du pourquoi on s'est lancé au début. Donc l'idée c'est que moi j'ai beaucoup investi aujourd'hui. Maintenant je forme les gens à investir. Je fais aussi des sessions féminines. On avance ensemble. Là tu vois il y a quoi? Il y a une semaine à peu près. On a fait un cours où c'était yoga, gestion des émotions et invest. Sur Paris où on a passé une après-midi ensemble, on était 20, j'aime bien le faire aussi sur des petits events. Et c'était super cool parce que tu vas parler. J'ai aussi Tania qui est une de mes partenaires qui est venue et qui elle a 2 enfants en bas âge et elle est maman solo. Et donc elle expliquait comment réussir à gérer, à investir quand t'es solo. Cécile qui pareil est une de mes partenaires qui est architecte, qui expliquait comment gérer aussi ses émotions parce qu'on est toutes différentes, toutes tu vois, là où moi je disais, je suis toujours à fond les ballons, je suis un peu un bulldozer, je fatigue mon entourage. Là, on peut avoir des femmes aussi qui sont beaucoup plus dans la douceur et qui vont être un peu plus craintives sur les risques. Et je sais comment ça fonctionne. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir vous tendre la main autant que moi, on a pu me la tendre ou alors que j'aurais aimé qu'on me la tende parce que parfois, je me suis sentie un peu seule. Euh, et pour toutes ces raisons, on va faire un super partenariat. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir soit vers Vanessa, soit vers moi, donc sur les réseaux sociaux, puisque mon compte Insta, donc c'est Emeline Siron. Et vous n'hésitez pas à nous dire que vous venez de la part de Vanessa. Et bien entendu, on fera un petit quelque chose pour vous et on vous recevra avec grand plaisir.
je donne une dernière info par rapport à ça. Donc moi, c'est une formation qui est 100% digitale que vous pouvez en fait faire soit directement à la maison, soit dans les transports. En fait, il y a de la vidéo, mais il y a aussi les fichiers MP3. Donc tu vois, t'es dans le train, dans le métro, j'en sais rien, sur ton vélo. Tu peux te former en continu avec la voix. Tu vas avoir tous les supports, tu vas avoir plus de 60 documents, que ça soit, tu vois, tout bête, une checklist de visite à imprimer, ou tu vas avec sur place pour faire toutes tes vérifications dans un appart. Ça va être tout est beau, ça va être des règlements de coloc en long, large, travers. Bref, il y a beaucoup de data. On va avoir aussi un réseau de partenaires pro. Parce que justement, bah moi je me suis sentie solo comme je vous ai dit, donc là, dis-toi que j'ai changé 3 fois d'expert comptable parce que je trouvais pas les bonnes personnes quand même. Ça m'a coûté plus de 12 à 15 000 euros parce que ils avaient mal imputé dans les comptes. Là, j'ai des partenaires ultra pro, on a des avocats, on a des agents immobiliers, des chasseurs, décoratrices d'intérieur, bref. Tu rentres dans un réel écosystème où en fait on vient bah te mettre un peu dans un coton avec des nuages. Tu sais que ça va être la galère, mais en même temps, tu as tout à disposition pour réussir. Et en plus, on a un groupe WhatsApp où justement, on a une communauté de 1300 personnes aujourd'hui que j'ai pu former là en 2 ans et demi. Et en fait, c'est que des gens des terres. Donc, t'as des gens qui postent parce qu'ils sont chez le notaire, t'en as qui postent parce qu'ils sont dans une galère, t'en as un qui sont en train de faire des travaux. La dernière fois, t'en as un qui était chez le roi Merlin en train de prendre des cours de bricolage. Enfin, c'est vraiment une communauté qui vit et c'est ça qui est plutôt cool. Et en plus de ça, je fais du coaching en one-to-one, donc soit avec moi, soit avec mon équipe, et on vient parler vraiment de tes problématiques directes. Donc ça a été plutôt bien formaté, et en tout cas on tend vers l'excellence avec ce produit-là. Et en plus, on est aussi agréé par l'État, donc on a possibilité de prendre les comptes formation, compte CPF. Donc si jamais vous voulez l'utiliser, ça vous permet de débourser quasiment rien pour vous former en immobilier et aller générer du cash derrière. Non, mais c'est vraiment super. Je pense que vraiment le fait que ça puisse être éligible au CPF, c'est un vrai argument important parce que ça coûte cher de se former en général et ça coûte cher de se former en immobilier, mais ça coûte encore plus cher de ne pas se former. Moi, je sais que j'ai perdu beaucoup d'argent, beaucoup de Ouais. temps, beaucoup d'énergie, de vie. Enfin, c'est pas une blague, hein. Vraiment, j'ai eu des problèmes. Je me suis dit, mais je suis en train de perdre un bout de ma vie là. Allez. Donc, du coup, je suis très contente de pouvoir être ta partenaire sur ce sujet-là parce que je sais que ceux qui vont se lancer, se former, déjà, ils peuvent le faire à moindre coût, mais en plus, ils vont pas faire du coup les erreurs que toi ou moi avons fait parce on n'avait pas l'information ou on n'avait pas le réseau ou on n'avait pas ni l'information, ni le réseau, ni en fait les bonnes astuces autour de nous. Donc voilà. Merci beaucoup Emeline. Donc si jamais on veut te retrouver, on te retrouve sur la page Insta Emeline Siron. De toute façon, je mets toutes les informations en bio et je te laisse dire le mot de la fin. Et bah écoutez, si vous avez quoi que ce soit, des petites questions, n'hésitez pas et gardez en tête une chose, c'est qu'il faut bien choisir ses batailles parce qu'elles ne sont pas toutes à mener. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Comme on l'a dit pendant l'épisode, Emeline et moi avons un partenariat dont je suis extrêmement fière. Si jamais tu passes par le code promo que tu vas retrouver dans la description pour travailler avec Emeline, tu auras à la fois 10% de réduction. Plus précisément, si tu passes par le code promo que tu vas retrouver dans la description, tu auras en plus 10% de réduction aux formations d'Emeline. J'espère que cet épisode t'a plu, que tu as appris énormément de tips. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube si tu me découvres ou à me laisser 5 étoiles sur les plateformes de diffusion si cet épisode t'a plu. Je te fais plein de bisous et à mardi prochain. Bye bye.